Bonjour à tous, je suis Aurélie Blonde et je suis ravie de vous accompagner sur cette nouvelle série de Préfonds le podcast, un rendez-vous destiné aux agents de la fonction publique qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations. Très heureuse de vous retrouver pour le deuxième épisode de l'histoire des retraites en France. Je suis toujours aux côtés de Bruno Valatte. Vous êtes historien, agrégé maître de conférences d'histoire contemporaine à l'Institut national universitaire Champollion à Albi et secrétaire de la rédaction de la revue d'histoire de la protection sociale, une revue d'histoire disponible sur le portail des sciences sociales Cairn. Bruno Valatte, nous nous sommes quittés en 1914 à la veille de la Première Guerre mondiale, à une époque où la retraite, on peut le dire, est encore un privilège très rare. Oui, tout à fait. Très peu de salariés peuvent se prévaloir d'un régime de retraite qui fonctionne. On a vu que la loi de 1910 avait prévu donc de doter des millions d'entre eux d'un régime de retraite. Mais d'une part, il fallait un long délai de cotisation avant de pouvoir bénéficier d'une pension. Et d'autre part, comme je l'ai expliqué, l'inflation en particulier a ruiné rapidement les espoirs du législateur. Donc oui, avant 1914, la retraite reste un privilège rare. Finalement, est-ce qu'on peut dire que la loi de 1910 a été un échec ? Sur le plan financier, oui, ça a été un échec, incontestablement. Après, elle a contribué à acculturer les Français à l'idée d'une retraite. La retraite n'était plus quelque chose de fondamentalement étranger ou réservé à des petites catégories de la population active. Mais concrètement, il faudra attendre encore plusieurs décennies avant que cette réalité restée encore très abstraite ne devienne une réalité concrète pour des millions de Français. Après cette loi, il y a eu d'autres tentatives ? Oui, plusieurs. Alors, notamment une tentative en 1930 avec la loi dite des assurances sociales, qui ne concernait pas seulement la retraite, mais qui prévoyait également une assurance maladie obligatoire. C'était, sur le plan des principes, à peu près le même mécanisme que la loi de 1910. Toujours la capitalisation. On avait introduit une dose de répartition, mais à la marge. Toujours la capitalisation. Toujours le même principe contributif, avec des cotisations acquittées par les ouvriers et leurs salariés, des règles d'ouverture des droits à peu près équivalentes, c'est-à-dire 30 années de cotisation qui ouvraient droit à une pension théorique à l'âge de 60 ans qui s'élevait normalement à 40% du salaire de référence. Mais là encore, à cause du délai nécessaire à la constitution des pensions, les dépenses étaient condamnées à rester modestes pendant une longue période. Donc on est encore dans le domaine plus de la promesse, si je puis dire, que de la réalité. Arrive ensuite la crise de 1930. Quelles conséquences a-t-elle sur la protection sociale ? Alors, si on s'en tient là encore à l'assurance retraite, pas beaucoup finalement. Paradoxalement, le Front populaire de 1936 à 1938 n'a pas été marqué par de grandes avancées en matière de protection sociale. Le gouvernement ayant d'autres priorités comme le salaire, le temps de travail, les droits syndicaux ou les congés payés. Par contre, l'inflation qui a suivi l'application rigide de la loi des 40 heures a contribué à rogner encore une fois la valeur réelle des cotisations et donc des prestations qui avaient déjà été laminées par la guerre et l'inflation des années 20. Aussi, pour remédier à ce problème, on discute du passage à la répartition pour le paiement des retraites. Parce qu'il permettait de disposer immédiatement de sommes importantes pour payer des pensions, éventuellement sans attendre que les durées de cotisation requises aient été atteintes. Et c'est un système aussi qui apporte une protection beaucoup plus naturelle contre l'inflation. Parce qu'en général, dans les périodes d'inflation, les salaires gonflent également. Alors, plus ou moins, mais ils suivent toujours plus ou moins sur le moyen terme l'inflation. Et donc, les cotisations gonflent aussi mécaniquement. Ce qui n'était pas le cas avec les sommes capitalisées qui étaient placées à des rendements qui avaient perdu toute signification en période d'inflation. Mais en 1939, on arrive à se mettre d'accord et une loi est sur le point d'être adoptée pour passer à la répartition. Manque de chance, si je puis dire, la déclaration de guerre va tout mettre, va tout arrêter et cette loi ne pourra pas être adoptée. Alors justement, en 1941, la situation de la France est critique. La moitié du pays est occupée par l'armée allemande. L'économie est complètement désorganisée, le taux de chômage élevé et les personnes âgées touchées par la pauvreté. Et c'est dans ce contexte que le 14 mars 1941, le maréchal Pétain annonce l'entrée en vigueur de la retraite des vieux. Français, je n'ai pas eu souvent l'occasion de vous annoncer de bonnes nouvelles.
En voici une. La retraite des vieux entre en action. Le journal officiel publiera demain la loi qui la consacre. Cette réforme était attendue depuis des années. 20 fois, elle vous avait été promise. 20 fois, elle fut ajournée. Je tiens les promesses, même celles des autres, lorsque ces promesses sont fondées sur la justice. La France va donc entreprendre un grand geste de sollicitude et d'équité. Elle l'entreprend en faveur de ces vieillards, plus frappés que tous autres par la dureté des temps. Certes, elle ne pourra pas leur donner tout ce qui leur est nécessaire. Au moins, leur donnera-t-elle ce qu'il lui est possible de donner. Bruno Valatte, que prévoyait cette retraite des vieux ? Alors, cette retraite des vieux, d'abord, ça peut paraître un petit peu choquant de parler de retraite des vieux aujourd'hui, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était une expression qu'on employait couramment. Oui, on a du mal aujourd'hui avec ce terme, mais non, c'était elle le pas terme. Péjorative. Oui. Donc, on peut l'utiliser. Alors, ça s'appelle d'ailleurs officiellement l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Donc, qu'est-ce qu'elle prévoit ? Elle prévoit, donc, comme son nom l'indique, une allocation qui est en fait une allocation différentielle qui permet d'arriver à un minimum, c'est un petit peu le premier minimum vieillesse, de 3 600 francs par an, qui va être servi immédiatement aux vieux travailleurs que l'âge rend incapables de travailler, qu'ils aient cotisé ou pas. Et ça, c'est la grande nouveauté. Partant du constat que constituer des pensions, ça prenait beaucoup de temps et qu'on n'y arrivait pas en plus à cause de l'inflation et des problèmes que j'ai évoqués. Et vu l'urgence, on décide de servir immédiatement, sans attendre, des prestations, des allocations qui, du coup, ne sont plus contributives. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas la contrepartie de cotisations versées. 3 600 francs, juste, je fais une petite parenthèse, ça représentait quoi ? Ça représente 10 francs par jour, c'est pas difficile. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça représente, je ne peux pas vous dire en 41, mais j'avais préparé une petite donnée. À la Libération, si on s'en tient aux statistiques officielles sur les prix, ça permet d'à peu près d'acheter à Paris 3 œufs par jour. Oui. Et si on s'intéresse aux prix plutôt du marché noir, qui sont plutôt les prix réels, ça permet d'acheter un œuf par jour à peu près. Oui, d'accord. Ça vous donne une idée. Ça donne un ordre d'idée, en effet. C'est donc une allocation modeste. Bon, en 1941, elle est un petit peu plus importante, parce qu'entre 41 et 44, l'inflation a continué à rogner, mais c'était de toute façon une allocation modeste. C'est d'ailleurs pour ça que le droit n'est ouvert qu'à 65 ans. Donc, vous voyez, on était, au début, la loi de 1910 avait prévu 65, puis on est tombé à 60, et là, on redescend à 65 à cause des difficultés financières. Parce que la grande question, c'était où trouver l'argent. L'argent, on l'a trouvé en passant à la répartition qu'on avait envisagée, qu'on n'a pas pu mettre en œuvre en 1939. C'est pour ça, vous avez entendu dans la déclaration de Pétain, il a dit peut-être cette petite remarque sarcastique qui est passée dans l'histoire. Il a dit « Je tiens mes promesses, même celles des autres ». Le régime de Vichy met donc en place les prémices d'un système par répartition qui n'est pas encore accessible à tous. En 1945, je le disais, les conditions de vie sont difficiles pour de nombreuses personnes. On parle des pauvres vieux vannés par une vie de travail. C'est ce que vous allez entendre dans ce reportage de l'époque. L'hiver est là. L'hiver, la neige, le froid. Dans ce pays tout blanc, trop blanc, blanc comme la mort, que trouveront ceux qui n'ont plus la force de travailler ? Ces spectacles, devrait-on les voir au pays de la fraternité après 20 siècles de civilisation ? Vieillard, tu as été un jeune homme à l'établi, puis un homme mûr, et un jour tu t'es retrouvé au même établi, un vieux dont l'avenir s'ouvrait sur une grande nuit. Certes, tu as eu 4 ans de vacances vers 1914, 4 ans passés dans des trous avec un fusil dans la main, et plus tard, tu as encore donné tes fils. Vieille mère, que te reste-t-il pour te soutenir dans la nuit commençante ? Un fils lointain dans un camp ou dans la bataille, pour qui tu ne peux faire que prier et attendre devant ta fenêtre ou devant ton poêle éteint ? Bruno Valatte, une réaction à ce reportage de l'époque ? Je crois que c'est assez parlant. Comme je l'ai dit, la situation des vieux, comme on le disait, était assez dramatique en effet, dans les villes, dans les campagnes, surtout évidemment les plus modestes d'entre eux, ceux dont les avoirs avaient été laminés par l'inflation, ceux qui ne pouvaient compter que sur leur maigre pension, étaient dans une situation assez dramatique, et toute la presse, de gauche comme de droite, se fait l'écho de la misère des vieux.
Autre date importante, très importante dans l'histoire de la retraite, 1945, une étape est franchie avec la création du régime général de la sécurité sociale. Racontez-nous le contexte de cette création. Alors, à la libération du pays, il y a une volonté de renouveau dans tous les domaines, que ce soit politique, économique ou social. Dans cette optique, les réalisations sociales antérieures, celles de la Troisième République, morcelées, réalisées au fil des ans, sans plan d'ensemble, aux résultats souvent insuffisants, sont clairement condamnées. On veut faire du neuf, en rassemblant, en rationalisation et en développant les protections. Et donc c'est le sens de la création du régime général de la sécurité sociale qui s'inscrit dans une série de réformes plus larges. La France est très appauvrie, les besoins sont immenses, les moyens sont réduits, mais il y a une sorte de pari sur l'avenir et d'optimisme, empreint de gravité. Mais on veut tourner la page des 20-30 années très dramatiques que le pays vient de traverser et se tourner résolument vers l'avenir. Alors Philippe Soubirous, le président de Préfonds, suit attentivement notre conversation. Bruno Valatte, je vous laisse réagir, Philippe. Alors, quelle est la place du CNR dans cette réforme de 1945? Parce qu'à vous écouter, c'est très intéressant, notamment les prémices de la répartition 39, le maréchal. Il y a beaucoup de mythes qui tombent. Tout ne vient pas donc du CNR? Non, en vérité, il n'y a pas grand-chose qui vient du CNR. Le CNR n'est pas le seul organisme à réclamer des réformes sociales, à réclamer des lois. Il y en a beaucoup, que ce soit au sein de la France combattante ou à l'étranger. Dès 1941, le général de Gaulle, dans un discours à Londres, réclamait la sécurité sociale. La sécurité sociale fait partie des buts de guerre des Alliés, déclarée solennellement par Churchill et Roosevelt dans la Charte de l'Atlantique de 1941. Donc elle était tout à fait dans l'air du temps. Alors évidemment, le CNR, qui était l'émanation, la voix unie de la résistance, a eu un certain écho, mais il y a très peu de gens en fait qui avaient lu le programme du CNR à la Libération. C'est plutôt les partis politiques de gauche qui l'ont porté. Comme on le verra tout à l'heure, les véritables auteurs de la réforme auraient bien été en peine de s'inspirer du programme du CNR pour bâtir le régime général de la sécurité sociale. Parce que si on s'en tient à la question des retraites, il faut savoir que le programme du CNR tient en une ligne. Le programme du CNR sur la retraite, c'est une retraite qui permette à tous les travailleurs de finir dignement ses jours. Voilà, c'est ça le programme du CNR. Donc c'est quand même assez vague. Alors justement, qui portait ce projet d'une protection sociale pour tous ? Alors, comme je l'ai dit, c'était quelque chose qui était assez unanimement attendu. Donc, c'est le gouvernement provisoire de la République française, avec à sa tête le général de Gaulle, jusqu'en janvier 1946, qui est à l'origine de la création du régime général de la sécurité sociale. Plus précisément, c'est Alexandre Parodi, qui était un haut fonctionnaire issu du Conseil d'État, nommé ministre du Travail donc en septembre 1944, à la libération de Paris, qui nomme à la tête de la Direction générale des assurances sociales Pierre Larocque, qui était un collègue et ami issu comme lui du Conseil d'État, qui avait rejoint la France libre à Londres. Il le nomme avec comme mission donc de préparer un plan français de sécurité sociale. Et donc c'est au sein du ministère du Travail, sous la direction de Pierre Larocque, dans son entourage, qu'on prépare les grandes décisions qui seront actées à partir du mois d'octobre 1945. Alors pour ça, il faut un soutien politique. Même si on consulte très peu dans les faits, il faut un soutien politique. Ce soutien, il est apporté par les trois grands partis qui dominent l'après-guerre, parce qu'ils sont sortis renforcés de la résistance, à savoir le Parti communiste, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, l'ancêtre du Parti socialiste, et puis le MRP, le Mouvement républicain populaire, qui est un parti, on va dire, plutôt de centre-droit, d'inspiration démocrate chrétienne. Il a d'ailleurs une position un peu différente des deux grands partis de gauche sur la question de la réforme qui va être proposée. Il est très critique sur les choix qui sont faits en matière institutionnelle, c'est-à-dire de structuration du régime général de la sécurité sociale. Par contre, sur les prestations, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, notamment sur la retraite, il y a un large accord et il n'y a pas véritablement de débat sur ce qu'il convient de faire. Et quel rôle jouent à l'époque les syndicats dans ce débat sur les retraites ? Alors, là aussi, j'ai envie de dire, paradoxalement, il est faible. Faible, pas parce qu'ils se désintéressent de la question, ils ont bien évolué, et la CGT, qui est de très loin le principal syndicat de l'époque, même si c'est pas le seul, il y a aussi la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, qui va jouer un rôle. Donc la CGT
de concert avec le Parti communiste, qui détient au sein de la CGT dorénavant des positions très importantes, va peser de tout son poids en faveur de la réforme. Mais c'est un soutien qui ne signifie pas que la CGT aurait participé, pas plus d'ailleurs que le Parti communiste ou les autres partis, à l'élaboration de la réforme. En fait, l'élaboration, les choix fondamentaux ont été préparés, comme je vous l'ai dit, autour de Pierre Laroque au ministère du Travail. Et le PC, la SFIO, la CGT ont soutenu et ensuite ont joué un rôle décisif dans l'application de la réforme. Autre date, un an plus tard, on était en 1945, nous sommes le 22 mai 1946, la loi qui élargit le principe de la sécurité sociale à tous les travailleurs. Là aussi, c'est une étape assez importante. Alors, non, je ne dirais pas ça, parce que cette loi, en fait, n'a jamais été appliquée. D'accord. C'est une loi transpartisane, votée à l'unanimité, mais elle n'a jamais été appliquée, faute de moyens et faute de temps. On a essayé de l'appliquer, en ce qui concerne justement la retraite, par une loi adoptée quelques semaines après, le 13 septembre 1946, qui prévoyait l'intégration sans délai à l'assurance retraite des professions indépendantes. Parce qu'on n'a pas tellement parlé des décisions de 1945 en matière de retraite, mais elles sont très importantes. D'abord, la retraite continue d'être le privilège des salariés. On a comme objectif à terme d'étendre la protection sociale à tous les Français, mais c'est un objectif dont l'horizon de réalisation est encore indéfini. Donc, dans l'immédiat, ça reste un privilège des salariés. Tous les salariés, mais que les salariés. Et donc, cette loi de septembre 1946 a pour ambition, justement, de brûler un petit peu les étapes, entre guillemets, en intégrant sans délai les indépendants. Or, ça ne va pas pouvoir se faire. Ça ne va pas pouvoir se faire parce que les indépendants ne sont pas d'accord. Pas parce qu'ils ne veulent pas de retraite, mais parce qu'il y a deux choses qui ne leur conviennent pas. D'abord, ils trouvent que les cotisations qu'on va leur réclamer sont trop importantes. Et ils s'appuient pour soutenir ce point de vue sur le fait qu'eux ne peuvent pas compter sur une contribution patronale qui va venir compléter la contribution des salariés. Et d'autre part, ils ne veulent pas être fondus dans un grand régime général qui aboutirait à faire perdre leur spécificité. Ils ne sont pas des salariés, ils sont des indépendants. Et surtout pas si ce régime doit être géré par les représentants de la CGT. Donc ils refusent. Et ce qui se passe, c'est que entre 1948 et le début des années 50, ils vont se doter, avec l'aide des pouvoirs publics, de leur propre régime de retraite indépendant, un régime des artisans, un régime des professions libérales et un régime des indépendants, autres indépendants. Alors nous arrivons bientôt à la fin de ce deuxième épisode. Bruno Vallat, les salariés ont-ils vu leurs conditions de vie s'améliorer grâce à la création de la sécurité sociale ? Alors, oui, bien sûr, mais lentement. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre encore un petit moment. La retraite continue d'être une belle promesse, mais qui a du mal à se concrétiser. Alors, quelque chose de tout à fait fondamental en 1945. Pour l'essentiel, on a repris les principes antérieurs, ceux de 1910, ceux de 1930. Il faut toujours cotiser 30 années. On a toujours droit à 40% du salaire de base quand on arrive à l'âge de liquidation. La véritable innovation, c'est cette fameuse répartition qui, en fait, avait été déjà prévue en 1939, instaurée en 1941 et qu'on confirme en 1945. Parce qu'elle a l'énorme avantage de rendre immédiatement disponibles des sommes qui, autrement, auraient dû et se seraient fait attendre pendant très longtemps. Mais malgré ça, ce n'est pas suffisant pour servir des retraites véritablement importantes. Et donc, en fait, c'est la croissance économique des 30 Glorieuses qui, progressivement, combinée à des carrières qui se développent, qui vont permettre, au bout d'un certain temps, de enfin liquider des pensions bénéficiant de ces fameuses 30 années de cotisation, qui vont permettre de véritables retraites d'être enfin servies. Mais ça reste faible. En 1950, on doit instaurer un Fonds national de solidarité pour venir en aide aux retraités les plus modestes et leur offrir un complément de pension. Et encore en mai 1968, la pension moyenne du régime général atteint à peine 70% du SMIC de l'époque. Donc on est encore loin. 20 ans après 1945, on est encore dans des retraites qui restent malgré tout relativement faibles. Merci beaucoup Bruno Vallat. C'est la fin de ce deuxième épisode de l'histoire de la retraite en France. Je rappelle que vous êtes historien, agrégé, maître de conférences d'histoire contemporaine à l'Institut national universitaire Champollion à Albi et secrétaire de la rédaction de la revue d'histoire de la protection sociale. Nous avons balayé la période 1914-1945. Nous reprendrons notre discussion dans quelques semaines avec l'après-guerre et les premiers mouvements sociaux liés à la retraite. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations.